De retour sur le plateau d'U2P TV pour vous parler d'éducation alimentaire. Et c'est un thème qui nous est cher ici à l'U2P, puisque tout au long de l'événement, nous sommes évidemment au Salon des maires et des collectivités locales, et bien nous avons eu des apprentis qui sont venus tout au long de ces 3 jours pour nous présenter leur savoir-faire. On a eu de la viande le premier jour, des fromages et des fruits hier, et puis aujourd'hui un petit velouté de butternut, et puis par exemple quelques belles choses que nous allons voir ici, si la caméra veut bien nous faire un petit plan tout à l'heure, des belles bouchées. En tout cas, l'éducation alimentaire, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout dans un contexte où la malbouffe et la sédentarité progressent. C'est un enjeu majeur de santé publique, que ce soit à destination des enfants, mais aussi des plus grands, évidemment. Et au-delà de la transmission d'un savoir-faire, c'est aussi encourager des comportements durables et puis le respect et la valorisation des produits. On va en parler avec nos invités. Florence Berthoud, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes maire du 5e arrondissement de Paris et présidente de la Caisse des écoles. Catherine Quérard est également avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Présidente du groupement des hôtelleries et restaurations de France. Et Marie Hamon, bonjour. Bonjour. Primeur à Gisors, c'est dans l'heure. Alors Marie Hamon, justement, j'aimerais commencer avec vous parce que c'est vrai que sur le terrain, on a l'impression que les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux produits qu'ils vont consommer. Ils font d'ailleurs parfois peut-être des petites recherches en disant ah, ben tiens, j'ai vu ça ici ou là. Mais entre s'intéresser et être éduqué, il y a une différence. Et c'est cette différence-là que vous essayez de combler. Oui, tout à fait. Alors, nous, on accueille les clients et on les sert tous les jours et on a de plus en plus de questions. On est là, en fait, pour conseiller les clients et vraiment les orienter vers les bons choix et répondre, en fait, à leurs interrogations au quotidien. Et je suppose, Madame la maire, que ça commence dès l'école, en réalité. Tout Oui. commence dès la jeunesse. Bien sûr, tout commence à l'école. La santé alimentaire et l'éducation alimentaire, c'est quelque chose de tout à fait primordial. Nous, on a vraiment fait, c'est vraiment notre mantra. On sert 3500 repas. Nous connaissons tous nos producteurs, c'est à 80% du bio. Le reste, c'est de la filière durable. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce qui fait qu'on rémunère plus justement les agriculteurs, les fournisseurs. On n'a que des produits ou quasiment que du produit de saison. Et contrairement à une idée reçue comme quoi le durable, la qualité, ça coûte cher, quand on arrive à réduire, ce qui est mon cas, voire à supprimer les intermédiaires et à nouer une relation de confiance avec nos producteurs, eh bien on arrive à un coût matière qui est de 2,62. Vous imaginez, c'est quand même assez extraordinaire, mais ça passe par un engagement de chaque instant. Et nous avons 6 composantes dans nos menus. On est la première caisse à faire ça de tout Paris. La pêche est durable et c'est un investissement quotidien. Nos cantinières sont formées, elles reçoivent d'ailleurs, chaque année, elles ont une trentaine d'heures de formation. Alors, évidemment, sur les règles d'hygiène, mais pas que. Comment on peut cuisiner des bons produits. Et effectivement, le grand jeu, c'est que je pense la plus grande partie possible de notre restauration collective, il y a celle des hôpitaux, mais celle aussi dans les écoles, eh bien, elle soit tournée résolument vers une agriculture qui soit sinon bio, à tout le moins durable. Catherine Quérard, c'est vrai qu'on a souvent entendu, et nous-mêmes quand nous étions enfants, la cantine c'est pas bon. Et c'est vrai qu'il y a un grand mouvement maintenant au niveau des cantines, parce qu'on a bien compris qu'en réalité, quand on commençait à parler des produits, à montrer les produits aux enfants, à leur expliquer quoi et vient d'où, etc., il y a quelque chose qui se transforme. Et donc c'est tout un pan finalement de notre éducation qui est meilleur. L'éducation alimentaire, il y a un mot qui dit éducation. Pour moi, c'est un enjeu prioritaire national puisque ça part effectivement de la petite enfance et de l'éducation que l'on a reçue à la fois du côté familial mais aussi du côté des écoles, puisqu'on a énormément d'éducation qui se fait au niveau des écoles. Et c'est un enjeu territorial parce que c'est toute cette chaîne économique et cette chaîne sociétale qui s'instaure. Ça ne concerne pas uniquement les grandes villes, ça concerne la ruralité et cet écosystème qui part, et on le dit nous au GHR, de la fourche à la fourchette, mais c'est premier besoin vital
boire et se nourrir. Et bien se nourrir, parce qu'on le voit aujourd'hui, l'obésité des enfants augmente. On a des produits ultra transformés et on en a besoin pour des raisons d'hygiène alimentaire, etc. Mais ça ne doit pas être l'essentiel de notre éducation. Et puis aussi, il y a l'éducation au goût qui crée des endorphines et qui font plaisir. Et quand on a les vrais produits qui sortent du champ et que l'on a appris, que l'on sache comment ils sont produits, comment ils arrivent dans l'assiette, par quel biais de transformation, dans les frigos, comment on gère un frigo en restauration, mais aussi dans son cercle familial, eh bien, on prend du plaisir aussi à cuisiner, on prend du plaisir à partager et à communiquer au travers de cela. Donc l'éducation alimentaire, c'est à la fois une question de santé publique, mais c'est aussi une question de santé de société. Et c'est une éducation donc au goût, on l'a dit, mais c'est aussi une éducation à l'environnement. Parce qu'évidemment, quand nos parents, en tout cas moi j'essaie de le faire humblement, quand on dit ben non mais le raisin en fait c'est en automne, la mangue c'est en hiver et pas en été, la pastèque ça n'est pas non plus en hiver, c'est et tout ça en fait c'est très important aussi. Nous avons en tant que parents, grands-parents, une vraie mission pour parler à nos enfants, notamment de la saisonnalité, pour pas qu'il y ait des pastèques au mois de janvier, quoi. Oui, tout à fait. Nous, c'est aussi ce qu'on fait au quotidien à travers nos étals, justement, où on va mettre en avant les produits de saison, les produits qu'il est le moment de manger, parce que c'est de saison, et du coup, c'est là où ils ont toute leur qualité gustative. Et justement, attirer les clients vers ces produits, leur rappeler, parce que c'est souvent leur rappeler, et éduquer aussi les enfants, que ce soit aussi bien à l'école ou les enfants qui viennent, nous, en boutique ou sur les marchés avec leurs parents. L'école, ça me parle aussi parce que j'étais professeure des écoles il y a quelques années encore. Et du coup, je me déplace assez régulièrement dans les écoles justement pour parler de... Alors, il y a eu la semaine du goût justement au mois d'octobre. Mais voilà, plein d'événements comme ça. Mais ça ne doit pas rester des événements. Alors justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous estimez que l'éducation au goût est assez centrale dans les événements justement au cœur des villes, au cœur des écoles ? Le problème du coup justement, pour moi, c'est ce mot événement. Événement, ça veut dire que c'est ponctuel, ça devrait être un fil rouge. Ça devrait être régulier, voilà, pour justement s'ancrer en fait dans le quotidien. Oui, ce qui veut dire qu'il faut aussi que nous, les élus, tous, nous nous emparions de ce sujet. Alors évidemment, tout le monde, il faut être très, très franc, tous les élus n'ont pas les moyens de pouvoir s'engager dedans. Je disais tout à l'heure, notre coût matière de 62, mais vous voyez, sur un budget d'à peu près 3 600 000, nous, les familles, avons amené 2,4 millions. Le reste, c'est une subvention de la ville. Donc, j'ai parfaitement conscience, moi, que en ruralité ou en banlieue, je ne veux pas être caricatural, mais il peut y avoir vraiment aussi un aspect financier. Mais c'est aussi une question d'engagement des élus et des professeurs. D'ailleurs, c'est important, hein, même si ce n'est pas eux, évidemment, qui vont surveiller la cantine, pour qu'on comprenne que derrière, vous le disiez très justement, il y a des enjeux de santé publique, il y a des enjeux d'éducation, et puis il y a un enjeu qui est majeur, du soutien au territoire. Alors, je vais faire une petite provocation. Moi, je mettrais de la pastèque, par exemple, si c'est un produit de saison, mais s'il est français aussi. Parce que... Mais où est-ce qu'on produit de la pastèque ici en France au mois de décembre, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, je vais le mettre parce que dans le soutien au territoire, dans les cantines, il n'y a pas besoin d'aller sur des produits. Voilà, quand on va mettre du kiwi, on va mettre du kiwi qui est français. Et je pense que c'est aussi important d'être à la fois dans la saisonnalité et dans le soutien au territoire. Et puis la dernière chose, c'est que n'oubliez pas que dans la manière dont nous allons acheter les produits, eh bien, cela va générer plus ou moins de déchets sur le plateau. Alors, il y a le déchet alimentaire, on peut en reparler du gaspillage, mais il y a aussi le plastique. Nous, par exemple, nous sommes la seule caisse des écoles à acheter des bêtes sur pied. Ça veut dire quoi, acheter des bêtes sur pied? Ça veut dire que dans la Sarthe, notre producteur, il va nous vendre une bête, que cette bête, elle va aller à l'abattoir et que nous allons pouvoir nous récupérer des gros morceaux dans les parties nobles et les parties moins nobles. Ce qui fait qu'on va avoir un coût matière moyen qui va être évidemment beaucoup plus faible que le coût matière moyenne d'autres cantines et qu'on va pouvoir mettre des parties nobles qu'honnêtement, on ne peut... Enfin, quand on dit noble, c'est la fameuse viande rouge, le steak.
qu'on ne pourrait absolument pas mettre dans les assiettes. Mais du coup, on fait la même chose, on achète par exemple les fromages, nous les achetons en entier. Ce qui veut dire que nos cantinières sont formées et accompagnées à la découpe. Alors ça peut paraître un peu accessoire, mais le fait de, par exemple, acheter les laitages chez une agricultrice qui nous les livre en pots de 5 litres, eh bien, on va éviter d'avoir 40 petits pots en plastique ou même en carton. Donc, il y a derrière aussi un enjeu de développement durable. Alors, enjeu donc à l'éducation au goût, enjeu durable. Il y a un troisième enjeu aussi, c'est les vocations. Oui, la Parce transmission. que, évidemment, vous posez, Catherine Créard, vous un regard inquiet sur cette rentrée 2025 dans les lycées hôteliers. Il y a une désaffection des jeunes pour le secteur des CHR. Et justement, l'éducation au goût peut générer des vocations. Il y a ça aussi. On a d'abord un métier qui est très riche. Parce qu'effectivement, on est vraiment sur l'art de la transmission, et je dirais même de la transmission ancestrale. Et on a pour autant des chefs qui arrivent et des chefs renommés qui aujourd'hui partagent leur savoir et donnent envie de transmettre. Ce qui est difficile dans notre secteur d'activité, c'est donner la confiance à notre client. C'est pour ça que je vais parler de restauration authentique. Pour moi, la restauration authentique, c'est quelqu'un qui fabrique à partir de produits bruts, qui transforme pour livrer un produit fini, une assiette, à son client, à son invité, en tout cas, et qui va rendre le meilleur de ce produit à travers donc, le sourcing qu'il aura fait. Aujourd'hui, on a cette éducation ces dernières années pour des questions de facilitation. Je parlais d'hygiène alimentaire, mais il y a d'autres enjeux, de réglementation aussi, est venue un peu nous contrecarrer. Et donc, on fait aussi parfois appel à des produits légèrement transformés, genre des légumes blanchis, des choses comme ça. Le label Maître Restaurateur garantit tout cela. Mais au-delà de ça, la restauration authentique, ce n'est pas forcément du produit frais à tous les étages pour des questions de livraison, pour plein d'autres d'hygiène, etc. Et on a besoin aujourd'hui de donner confiance à nos clients que les produits qui sont livrés sont des produits qui ont été fabriqués sur place, issus de produits bruts, nobles, et qui permettent aujourd'hui d'avoir cette éducation alimentaire, cette éducation au goût, le plaisir partagé et surtout la production d'un plat au meilleur prix dans un sourcing produit de qualité. Et donc aussi susciter des vocations chez les jeunes. Et susciter des vocations. Aujourd'hui, les vocations sur la cuisine sont plutôt bien. C'est plutôt le service, c'est-à-dire tout ce qui va être tout ce qui va être le service à table, qui est un peu plus difficile. Nos jeunes peuvent parfois confondre que servir, c'est se mettre en position peut-être d'infériorité. Et c'est absolument pas le cas, puisqu'au contraire, on sublime un produit. Vous allez dans un restaurant aujourd'hui, vous avez un produit à table, on vous sert une belle assiette qui a du goût, etc. Vous allez y prendre du plaisir. Mais si le service est mal fait, vous allez vous remémorer cette question de service mal fait et vous retournerez peut-être pas dans ce restaurant. Mais il est vrai aussi que certains serveurs ne font pas ce qu'on dit, ne racontent pas en fait l'histoire. Tout à fait. Et nous, on est en demande de ça. Quand on nous sert un vin, on veut savoir d'où il vient. Quand on a des produits, on aime savoir ça. Mais certains ne le font pas. Et dans l'éducation alimentaire, quand on récupère des jeunes en apprentissage du CAP jusqu'au master, on a parfois des jeunes qui ne sont absolument pas éduqués sur ce que c'est que l'origine des produits, et on a besoin d'éduquer aussi davantage sur les filières. Et dans la filière du service, il y a également la filière du vin qui est très importante. Oui. Finalement, Marie, quelles sont vos solutions, vos bonnes pratiques pour continuer comme ça de mettre au cœur du système cette éducation alimentaire ? Alors nous, au quotidien, par exemple, on propose le panier de la semaine. Donc il change toutes les semaines, il est composé de produits de saison, et justement les familles qui ne savent plus quoi cuisiner, comment le cuisiner, on propose une petite recette, un panier, et les gens réservent leur panier, puis ils font avec ce qu'il y a dans le panier, des produits de saison, locaux. On fait des plateaux apéritifs de légumes.
voilà, pour remplacer le paquet de chips où voilà, les gens vont découvrir des légumes et des fois même nous envoyer ensuite des messages ou nous redemander la semaine d'après mais qu'est-ce que c'était que ce légume, on ne connaît pas, ça a fait débat toute la soirée. Et en fait, on se dit que du coup, on suscite la curiosité des gens et après, les gens viennent racheter ce produit et ils découvrent voilà, de nouvelles choses. Le mot de la fin, Madame la maire. Je dis, on a de la chance d'avoir quelqu'un qui a été avant professeur des écoles, parce que évidemment ça montre. Moi, je crois beaucoup aux petites recettes. Alors, je vais terminer par un petit clin d'œil. Vous voyez, dans nos écoles, on donne régulièrement des recettes et c'est pour être évidemment dans la continuité de ce que vous dites très justement. Où est-ce qu'on sert un filet de dorade aux épices préparé par Frédéric à l'école Victor Cousin, ou encore un curry d'œufs durs préparé par Simone à l'école de l'Arbalète. Ça, c'est quand on fait des menus végétariens. Donc la diversité, tout ça, c'est local et en même temps, ça fait rêver. Ça peut paraître exotique, mais c'est du produit français, cuisiné sur place avec des très bons produits, et vivent surtout ces producteurs qui viennent fournir évidemment nos cantines et les cantinières qui cuisinent. Très rapidement. Et l'information, elle est importante et c'est vrai qu'il faut qu'on suscite l'envie. Donc informer nos jeunes qui sont dans les écoles ou informer nos clients, tout ça c'est la même chose. Ils ont besoin de savoir et surtout ils ont besoin de rêver, et l'alimentation fait aussi rêver. Ça c'est bien vrai, c'est des jolis mots de la fin. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Nous on va prendre un petit moment pour déguster tout ça. À tout de suite.